Bienvenue dans Plaisir de diriger. Je suis Anna Fontaine et chaque semaine, je vous offre une occasion de faire un pas de côté, de réfléchir, d'apprendre, de cheminer et grandir ensemble. Nous irons à la rencontre de dirigeants et dirigeantes, d'idées et de lectures. Nous ferons même quelques détours pour explorer comment trouver ou retrouver plaisir à diriger. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre d'un livre, ou plutôt d'une manière d'être. Je voudrais partager avec vous ce que je retiens de la lecture de Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg et en quoi cela peut vous intéresser en tant que dirigeant ou dirigeante. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine, cette fois-ci, pour partager une lecture qui a été très importante pour moi dans mon parcours de dirigeante. Je voudrais commencer cet épisode par une précision. J'ai choisi de vous parler du livre de Marshall Rosenberg qui décrit pour la première fois ce dont vous avez déjà entendu parler certainement sous le nom de communication non violente. À vrai dire, j'ai beaucoup hésité à aborder ce sujet dans ce premier épisode solo, car j'ai le sentiment que la communication non violente, parfois rebaptisée communication bienveillante, a déjà été très largement diffusée, notamment dans le cadre du développement personnel. Ce qui en reste à l'esprit, pour la plupart d'entre nous, est une vision qui me semble confortable, voire un peu simpliste, du message de Marshall Rosenberg. Une forme un peu édulcorée qui oublie les notions qui pour moi en sont le cœur, les notions de responsabilité et de liberté. Ces deux notions me sont très chères. Dans mon adolescence et ma vie de jeune adulte, j'ai été très influencée par la pensée existentialiste. Si vous connaissez cette pensée, en particulier dans la présentation qu'en fait Jean-Paul Sartre dans le court texte « L'existentialisme est un humanisme », vous vous souvenez sans doute de l'importance de ces deux notions, la responsabilité et la liberté. Eh bien, la première fois que j'ai lu le livre de Marshall Rosenberg, je me suis dit « Voici la version douce de l'existentialisme ». J'étais heureuse de retrouver un discours qui place ces deux notions, responsabilité et liberté, au cœur du message, sans y retrouver la radicalité ou même la dureté des propos de Jean-Paul Sartre. Et cette douceur n'enlève rien, à mon sens, à la puissance du processus. Plusieurs clients avec qui j'ai travaillé sur la base de cet outil qu'est la communication non violente ont témoigné d'un véritable changement dans leurs interactions et dans la qualité de leurs relations. L'autre raison pour laquelle j'ai choisi de partager finalement ces enseignements et ce que je retiens de cette lecture, c'est que plusieurs personnes à qui j'avais recommandé la lecture du livre m'ont fait part de leurs difficultés à s'y accrocher jusqu'au bout. Et je partage avec eux le sentiment que la façon dont il est rédigé peut être parfois un peu rébarbative, voire un peu datée dans sa forme. Venons-en désormais à ce que nous pouvons retenir de cette lecture. À quoi sert la communication non violente ? Il s'agit d'une forme de communication qui permet de régler les difficultés, d'ajuster les relations, d'exprimer ce qui ne va pas et de chercher à le faire évoluer, sans pour autant abîmer les relations, sans pour autant créer des conflits. Dans son livre, Marshall Rosenberg présente un processus de communication en 4 étapes. À vrai dire, je considère que chacune des étapes peut être utile, indépendamment des autres, pour aborder une situation, pour y réfléchir de son côté, ou bien pour essayer de l'ajuster lorsqu'elle ne nous convient pas. Soyons clairs, ce n'est pas toujours facile à mettre en pratique. Cela demande parfois de la préparation, surtout au début, et une certaine forme de discipline. Quelles sont les 4 étapes ? Les 4 étapes du processus sont l'observation, l'expression de sentiment, l'expression de besoin et l'expression d'une demande. OSBD comme observation, sentiment, besoin et demande. Ce n'est pas un hasard si l'on retrouve des points communs avec certains outils de communication managériale dont vous connaissez peut-être les acronymes. Je pense en particulier au DESC, D-E-S-C, qui sert à recadrer ou à faire un feedback et qui reprend les fondements de la communication non violente. Commençons par la première étape du processus, le O comme observation. Il s'agit de choisir d'observer sans interpréter, sans évaluer et sans juger. Ce n'est pas nécessairement spontané. Et ce qui peut être intéressant, c'est de s'entraîner à dissocier les faits de notre interprétation ou du jugement que l'on porte sur ces faits. Dans l'expression d'une observation, je vais donc être vigilante à tous les adverbes qui peuvent traduire une interprétation, une évaluation,
une généralisation, comme par exemple toujours, jamais, vraiment, tellement, sciemment, etc. Et je vais veiller à rester sur l'énoncé des faits. Ainsi, tu ne réponds jamais à mes sollicitations dans les délais impartis devient les 3 dernières sollicitations que je t'ai adressées avaient chacune un délai de réponse imparti. Et j'ai observé que, dans les 3 cas, tu y avais répondu après la fin de ce délai. Ici, on ne généralise pas, mais on reprend un exemple factuel et précis de ce que l'on souhaite mettre en lumière. Passons ensuite à la deuxième étape, le S, comme sentiment. Il n'est pas toujours facile d'exprimer ce que l'on ressent. Et même, il n'est pas toujours facile d'identifier ce que l'on ressent, d'identifier son sentiment. Qu'est-ce qu'un sentiment ? La définition du petit Robert nous donne un état affectif complexe, assez stable et durable. J'ajouterais qu'il est souvent issu d'une émotion et de la résonance de cette émotion avec le contexte, avec notre histoire, avec la situation donnée. Par exemple, je peux me sentir impatiente, déçue, contrariée, inquiète, ravie, surprise, calme, etc. Dans son livre, Marshall Rosenberg nous incite à être vigilants et à ne pas confondre nos sentiments avec une interprétation liée au comportement des autres. Par exemple, si je dis que je me sens contraint, je parle plutôt de la contrainte qu'exerce l'autre sur moi que du sentiment que je ressens. De la même façon, si je dis que je me sens piégé, je parle plutôt du piège que j'ai l'impression que l'autre personne me tend ou m'a tendu que de mon sentiment. Et de la même façon, si je dis que je me sens incomprise. Par exemple, je me suis sentie totalement incomprise deviendrait, en communication non violente, je suis déçue ou bien je me sens frustrée car j'ai l'impression que le message que j'essayais de transmettre n'a pas du tout été compris. Et là, je parle bien de mon sentiment à moi de déception ou de frustration, plutôt que de l'incompréhension que je projette. Passons désormais à la 3e étape, l'étape du besoin. B comme besoin. Alors là, cela se complique un peu, car c'est souvent un élément que l'on n'a pas du tout l'habitude d'examiner, ni même d'exprimer. Le parti pris de Marshall Rosenberg, c'est de dire que nos sentiments sont issus de besoins satisfaits ou non satisfaits. Par exemple, si mes besoins sont satisfaits, je peux me sentir paisible, enthousiaste, touché. Si mes besoins ne sont pas satisfaits, je peux me sentir abattue, confuse, furieuse. Ici, Marshall Rosenberg nous invite en fait à prendre la responsabilité de nos sentiments et à l'assumer. Il nous incite d'ailleurs à développer notre vocabulaire des sentiments et à développer notre vocabulaire des besoins pour pouvoir mettre des mots sur ce que nous sentons. Ce qu'il dit également, c'est que nos critiques, nos jugements, nos interprétations sur les autres sont en fait des expressions détournées de nos besoins. Lorsque l'on dit « tu m'as déçu en annulant notre entretien », en fait, ce que l'on exprime, c'était un besoin non satisfait. Et donc, en communication non violente, on va plutôt dire « j'étais déçu que tu annules notre entretien car j'avais besoin d'exprimer quelque chose » ou « car j'avais besoin d'avoir une réponse ». De la même façon, la culpabilisation est un moyen d'attribuer à autrui la responsabilité d'un sentiment qui nous appartient. Si je dis « je me sens frustré parce que tu n'as pas fait ta part de la mission », en fait, j'accuse l'autre de ne pas avoir fait sa part de la mission et surtout, je lui donne la responsabilité de mon sentiment de frustration. Alors qu'en fait, ce que cela traduit, c'est mon besoin d'équité, mon besoin de sentir que chacun fait sa part. Et donc, cela change la formulation en « je me sens frustré parce que j'ai besoin de sentir que chacun fait sa part du boulot ». Alors, on est d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire, car cela suppose de connaître ses besoins, de s'y connecter suffisamment pour les identifier et de les exprimer. Un bon moyen de vérifier si l'on prend la responsabilité de ses besoins, et plus largement de ce que l'on est en train de dire, de ses sentiments également, c'est de vérifier que l'on dit bien « je » et non pas « tu » ou bien « on » ou bien un pronom indéterminé comme « ça ». Si l'on dit « je », on est bien en train de parler de soi et on est bien en train de prendre la responsabilité à la fois de nos sentiments et de nos besoins. Enfin, nous arrivons au D, la 4e étape. D comme demande. Marshall Rosenberg nous invite à prendre conscience de ce qui nous aiderait à satisfaire nos besoins et à le demander en utilisant un langage d'action clair,
concret et positif. Autrement dit, à demander clairement ce que l'on souhaite plutôt que ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on ne veut plus. Par exemple, plutôt que de dire « je ne veux plus que tu arrives en retard », on dirait « je voudrais que tu arrives à l'heure ». Là aussi, demander clairement correspond à prendre la responsabilité de ce dont nous avons besoin et de formuler une demande sans attendre ou sans espérer que nos interlocuteurs devinent ce dont nous avons besoin sans que nous ayons à le demander. Cela nous permet aussi à nous de prendre conscience de notre attente pour pouvoir la formuler clairement. Marshall Rosenberg précise ici la distinction qu'il opère entre demande et exigence. Quelle est la différence ? Un bon indicateur pour savoir si l'on est dans une demande ou si l'on est dans une exigence, c'est de se demander ce qu'il se passe si l'on nous répond non. Sommes-nous prêts à entendre non ? Si nous ne sommes pas prêts à entendre non, c'est que notre demande est une exigence et non pas une vraie demande. L'avantage d'avoir identifié le besoin qui est derrière la demande, c'est que si l'on nous répond non, si l'on répond non à notre demande, nous pouvons chercher à co-construire des solutions avec notre interlocuteur pour trouver une réponse qui satisfasse nos besoins et qui convienne également à notre interlocuteur. Donc cela ouvre en fait le champ des possibles. Voilà, nous avons examiné les 4 étapes du processus de communication non violente, OSBD, comme observation, sentiment, besoin et demande. Dans son livre, Marshall Rosenberg va plus loin. Après nous avoir présenté ces 4 étapes et nous avoir proposé de formuler nos demandes grâce à ce processus, il nous invite à appliquer ce processus à notre façon d'écouter les autres et d'aider nos interlocuteurs, lorsqu'ils en ont besoin, à formuler eux-mêmes des observations, des sentiments, des besoins et des demandes. Lorsqu'on a l'impression qu'ils cherchent à nous culpabiliser ou lorsqu'ils nous invectivent, on peut les aider à exprimer de cette façon-là ce qui se cache derrière ce reproche ou cette invective. Marshall Rosenberg nous propose également, à chaque étape, de vérifier notre compréhension de ce que l'autre nous dit en reformulant ce que nous avons compris et en demandant à notre interlocuteur si c'est bien cela qu'il a voulu dire. Alors, soyons clairs, ce n'est pas toujours facile à appliquer, cela demande de l'attention et parfois même de la préparation, y compris pour soi-même utiliser le processus en 4 étapes. Et maintenant, vous allez me demander à quoi cela sert. L'utilisation la plus évidente, c'est de dérouler le processus en 4 étapes pour ajuster une situation qui ne nous convient pas avec un interlocuteur. Ça peut être un manager de notre équipe, ça peut être un client, ça peut être une autre partie prenante avec laquelle on est en interaction et avec laquelle on souhaite réguler une relation. Pour ma part, je l'ai déjà utilisé par exemple plusieurs fois avec des clients pour réguler la relation ou avec des managers de mon équipe pour leur faire un feedback, leur demander que quelque chose change. Mais je voudrais surtout vous proposer de voir ces enseignements comme une manière d'être et d'agir, de façon peut-être moins scolaire que le fait de respecter le processus en 4 étapes, et de plutôt intégrer les apprentissages de chacune d'elles et d'être en capacité de les appliquer isolément en fonction de vos contextes. Donc, pour le haut, d'être capable de dissocier les faits de votre interprétation ou du jugement que vous portez sur ces faits, de votre évaluation sur ces faits. Pour le S, d'être en capacité de connaître le sentiment qui vous anime, de l'identifier et pourquoi pas de l'exprimer. Pour le B, comme besoin, d'identifier vos besoins, d'essayer d'évaluer s'ils sont satisfaits ou non et quel lien il peut y avoir avec les sentiments que vous ressentez dans une situation. Et enfin, pour le D, vous inviter à formuler vos demandes de manière explicite, ce qui n'est pas toujours facile. Même pris isolément, je suis convaincue du bénéfice de ces prises de conscience et de ces manières d'agir. Alors vous allez me dire, ok, je veux bien assumer la responsabilité de mes sentiments et de mes besoins en formulant clairement des demandes pour y répondre. Mais tu nous as parlé aussi de liberté. Où est la liberté dans tout cela ? Eh bien, Marshall Rosenberg nous propose d'utiliser le processus de communication non violente avec nous-mêmes. Pourquoi faire ? Pour prendre conscience de nos motivations à agir et nous libérer des « il faut » et des « je dois ». Et pour remplacer ces « il faut »
et ces je dois par des je choisis de, et de prendre conscience de pourquoi on choisit d'agir de telle ou telle façon. Et donc à chaque fois que l'on se dit il faut que j'agisse de cette façon ou bien je dois faire telle action, de les remplacer par je choisis de faire cette action parce que je veux, et de clarifier ce qui nous motive, ce que nous cherchons à mettre en œuvre. Cela nous permet d'identifier ce qui nous anime profondément et de nous connecter à nos valeurs, à ce qui est important pour nous, pour choisir d'agir de telle ou telle façon. Ainsi, par nos choix, nous définissons le sens que nous donnons à nos actions et d'une certaine façon à notre existence. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous agissons de telle ou telle façon, ce qui est traduit par Sartre dans la formule « l'existence précède l'essence ». En conclusion, pourquoi est-ce important de prendre soin de nos propres besoins quand on est dirigeant ou dirigeante ? Pour répondre à cette question, j'aimerais prendre l'exemple de ce qui se passe dans l'avion. Lors des consignes de sécurité, on nous demande, dans un avion, de mettre d'abord notre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Si l'on ne peut pas respirer, on ne peut pas aider les autres. On ne peut pas prendre soin de leurs besoins, prendre soin d'eux. Lorsqu'on est dirigeant ou dirigeante, on a la responsabilité d'une organisation entière. On a la responsabilité d'une équipe. Pour bien prendre soin de cette organisation et de cette équipe, nous devons, de la même façon que nous avons d'abord besoin de respirer pour aider les autres à respirer, prendre soin de nos besoins pour pouvoir prendre soin des besoins des autres. Merci d'avoir écouté cet épisode de Plaisir de diriger. Qu'en avez-vous pensé ? J'espère qu'il vous a plu, intéressé, fait cheminer. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez me contacter, retrouvez-moi sur le site plaisirdediriger.fr. À la semaine prochaine.